Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 11 mai. Au sommaire aujourd'hui, on vous parle chiffres avec la Caisse d'épargne de Nyon qui annonce des résultats en progression pour l'exercice 2022. Pour son 94e exercice, la CEN affiche un bilan en hausse de 3,5% pour s'établir à 550 millions. Que fait le succès de cette banque de petite taille? On en parle avec le fondé de Pouvoir, Cyril Favrel. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. En sport, la grande compétition annuelle du Centre de Magie de la Côte a lieu ce samedi au théâtre de Maran à Nyon. On en parle avec le responsable de l'événement, Michel Cuvelier. Bonjour à vous. Et également sur notre plateau, le magicien Tiziano. Bonjour à vous, Tiziano. Bienvenue sur ce plateau. Enfin, en culture, on va terminer avec la 50e fête cantonale des chanteurs vaudois. On en a parlé toute la semaine et on se régale encore puisque Gland est à l'origine notamment de cette manifestation et organise cette fête qui aura lieu du 12 au 14 mai. On en parle avec le président du comité de la FCCVV, Gérald Créteny. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. À vos côtés également, Frédéric Dang, membre du chœur mixte Gland-Le Chêne. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue sur ce plateau. Enfin, on ira jusqu'au Brésil voyager pour le 4e mondial de fondu et les qualificatifs qui auront lieu ce samedi. Florian Cavallari nous emmène pour ce voyage et nous donnera aussi ses appréciations et son retour de voyage du Québec et du Canada en compagnie du président du mondial de fondu, Stéphane Jaillet. Une interview enregistrée tout à l'heure en plateau. De ton côté, Alexandre, où es-tu aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien comme tu le vois, je suis à Coppet, plus précisément devant le château. À Coppet, pourquoi ? Puisque un référendum est en train d'être monté pour faire face au projet de crédit d'études visant à la fusion des communes de Terre Sainte. Alors le comité référendaire a obtenu à l'heure d'aujourd'hui 368 signatures. C'est plus que ce qui était nécessaire puisque le comité nécessitait 302 signatures pour le faire valider. Il l'a donc déposé au greffe ce mercredi, dans l'attente que le greffe le valide. Eh bien, peut-être qu'un référendum pourra aboutir et les compétents pourront donc se prononcer sur cette question d'ici le mois de septembre. On rembobine un tout petit peu puisque ce projet d'étude des fusions des communes de Terre Sainte a été voté par un préavis demandant un crédit d'études dans plusieurs communes. À Coppet, eh bien, il a été validé par le conseil communal, mais un comité référendaire, eh bien, c'était à l'époque construit pour pouvoir s'y opposer et faire un référendum. Comme tu le vois, eh bien, ces signatures-là pourraient donc faire que ce référendum aboutirait. Et puis, au niveau des arguments, eh bien, le comité référendaire dénonce et surtout a peur, comme toujours, de la hausse d'impôts, j'ai envie de dire, et dénonce également un projet qui pourrait faire perdre l'indépendance aux communes de Terre Sainte et notamment à la commune de Coppet. Ce à quoi l'exécutif répond que la hausse d'impôts, de toute façon, il va devoir y en avoir une en ce qui concerne Coppet et que ce projet de fusion de Terre Sainte n'est encore au stade uniquement de l'étude pour voir dans quel cadre cette fusion de communes pourrait avoir lieu. Donc, ces explications-là, eh bien, on va les suivre, bien entendu, avec ce référendum plus tard. Et puis, pour avoir des nouvelles aussi d'une autre commune, tu te souviens peut-être de Tannay qui avait voté ce préavis. La municipalité avait fait recours pour que le préavis puisse à nouveau être revoté et le conseil communal se prononcer sur cette question. Réponse le 13 juin lors du prochain conseil communal. C'est la syndic de Tannay, Denise Ruda, qui me l'a annoncé hier. Et pour Coppet, on attend donc toujours la validation du greffe avant de pouvoir savoir si ce référendum aura lieu au mois de septembre. Merci beaucoup Alexandre. Affaire à suivre donc, comme on dit chez nous. Place à notre premier invité du jour, Cyril Favrel, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes fondé de Pouvoir pour la Caisse d'épargne de Nyon qui annonce des résultats en progression pour l'exercice 2022. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, on est ravis de vous avoir. On va parler donc chiffres, on va se concentrer sur ce 194e exercice, la CEN qui affiche un bilan en hausse de 3,5% pour s'établir à 550 millions. Comment sont ventilés ces comptes et ces excellent résultat 2022. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Nous sommes très satisfaits effectivement de cet exercice, 194e exercice, d'autant plus dans un contexte économique qui au départ ne prêtait pas forcément à des résultats aussi probants. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé d'une crise, le Covid, le contexte géopolitique qui est compliqué, le système bancaire suisse qui s'est aussi quelque part effondré. On va en parler durant cette interview. Comment on explique du coup ces bons résultats ?
Alors, on l'explique essentiellement par je dirais, on a une base de clients qui sont fidèles depuis de nombreuses années, qui nous font confiance, qu'on accompagne régulièrement dans leur activité de tous les jours. Et puis aussi une fidélité des collaborateurs, de la direction, du conseil d'administration, qui fait que sur ces 10, 15, 20 dernières années, on a pu tisser des liens étroits avec les acteurs du district. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez plus de clients ou que les clients, finalement, investissent ou peut-être épargnent plus chez vous? Alors, il y a eu les deux phénomènes. En fait, le phénomène premier, c'était suite à l'introduction des taux d'intérêt négatifs par la BNS il y a déjà 7 ans, 7-8 ans, je crois, déjà. Nous, en tant que caisse d'épargne, on n'a jamais appliqué de taux d'intérêt négatifs à nos clients. Donc, on assumait cette charge-là. Donc, indirectement, on a eu un afflux d'épargnants nouveaux, pas forcément nouveaux, mais soit des nouveaux clients, soit des nouveaux apports de clients déjà existants. Ensuite, il y a aussi la situation, on va dire, globale, où les gens ont peut-être voulu se rapprocher de leur banque. Où va mon épargne, en sachant qu'une caisse d'épargne régionale va le réinvestir au fait, dans sa région et dans son économie. Qu'est-ce que ça veut dire, Cyril Favrel, qu'aujourd'hui, les grandes banques influencent la manière dont les gens gèrent leur argent, souhaitent investir ou souhaitent épargner? On pense évidemment à Crédit Suisse, cet effondrement. Est-ce que ça a eu un impact justement chez vous? Alors, je dirais que l'impact premier, il a été surtout une surprise interne, les collègues, parce qu'on n'avait pas de signes. Enfin, il y avait peut-être des signes avant-coureurs que la situation n'était pas au top, on va dire. Hein. Mais de là à ce qu'un dimanche après-midi est validé le dimanche soir dans les médias que ça se passe comme ça se passe aujourd'hui, c'était un premier choc par rapport à la situation, à l'image en général de la banque, enfin l'image de la banque en Suisse. Et on l'a vu au travers de nos clients, des questions qui en ont suivi. Pas une crainte, mais des questions par rapport à leurs avoirs, s'ils sont bien protégés. Donc on a dû avoir ce travail un petit peu de rassurer, de prôner la transparence qui a toujours été la nôtre en fait, dans la publication de nos résultats. Oui, justement, j'aimerais qu'on s'attache un petit peu à ça, parce que vous êtes une banque qui est aujourd'hui proche de ses clients, proche de la population, c'est comme ça que vous le vendez. Justement, j'aimerais comprendre un peu plus quelle incidence ça a eu, cet effondrement de Crédit Suisse et son rachat par UBS. Aujourd'hui, est-ce que les gens, vous arrivez à avoir d'autres types de clients? Est-ce que ça a eu un impact à ce niveau-là? Ou alors, il a fallu plutôt rassurer les clients que vous aviez déjà? Comment ça s'est finalement manifesté chez vous? Alors, je dirais la question que vous dites, est-ce que vous avez des nouveaux clients? Je pense que ces nouveaux clients, ils sont venus déjà en amont, avant tout ceci. Alors, pas forcément que d'un seul établissement, mais il y a eu cette volonté de la part des clients de répartir un petit peu ces avoirs. Il faut savoir que depuis le 1er janvier, la loi sur la protection des déposants a légèrement changé. Avant, vous aviez 100 000 francs qui étaient garantis par personne, par établissement. Aujourd'hui, c'est 100 000 francs par relation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une relation monsieur, une relation madame, une relation monsieur et madame. Donc ça fait 300 000 francs que vous pourriez être, dont vous seriez protégé en cas de faillite, malheureusement, d'un établissement. Donc ça, c'était un petit peu cette tendance. On la sentait déjà depuis le début de cette année où les gens voulaient un peu répartir. Mais c'est clair que suite à l'annonce, la première chose, c'est la confiance. Si un grand établissement peut vivre une telle situation, est-ce qu'un petit pourrait aussi le vivre? Est-ce que la Confédération ou un autre établissement serait à même de le sauver ou ne serait-ce l'envie de le sauver plutôt, ou pas? Donc c'est là où ça me permet de mettre en avant la capacité financière de la Caisse d'épargne de Nyon de par son adhésion au régime des petites banques. Donc, régime des petites banques veut dire plus de fonds propres, plus de liquidités par rapport aux critères qui sont demandés par la FINMA. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que le système bancaire suisse, il est affaibli? En tout cas, est-ce que la confiance, elle est remise en question de manière générale? Je pense qu'elle l'a été pendant un petit moment. Aujourd'hui, on voit que finalement, l'économie, l'activité ne s'est pas arrêtée. On est tous allés au travail le lundi matin et je suis même rassuré de voir que finalement... tous les collaborateurs, les collègues des autres établissements, finalement le vivent plutôt bien. Et puis que la population, on voit que ça se tasse un petit peu. Voilà. Ouais, il y a eu une tension au début, mais c'est normal. Ouais. Est-ce que ces collaborateurs, justement, qui sont aussi des voisins de chez vous, sont aussi venus vous voir pour chercher du travail?
Non, pas directement comme ça. Non, absolument pas. Non. Et puis, je pense qu'ils ont pas... Aujourd'hui, ils ont du travail, parce que la Crédit Suisse fonctionne merveilleusement bien. Donc, il n'y a pas de souci pour eux. On a parlé tout à l'heure du profil des Nyonnais. Hier, on recevait sur ce plateau le municipal en charge des finances, Claude Uldry, qui présentait donc un budget 2022 déficitaire de 2 millions. Il nous disait qu'aujourd'hui, le profil des Nyonnais n'a pas réellement changé et que finalement, les gens pourraient avoir apporté moins d'impôts en ville de Nyon. Autrement dit, et on joue avec les mots, mais les Nyonnais sont aujourd'hui moins riches. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ça, c'est une grande question qui mériterait un approfondissement, mais de par notre structure de clientèle, il faut savoir qu'en termes de caisse d'épargne, on a une structure qui est un petit peu plus âgée que la moyenne peut-être d'une banque standard qui offre surtout la gestion de fortune ou des choses comme ça. Nous, c'est plutôt une clientèle qui va être à l'approche de toucher son avoir en deuxième pilier ou troisième pilier, qui va vouloir le sécuriser sous forme d'épargne pure, pour prendre un minimum de risques. Donc, on va dire, cette différence en termes d'avoir par déposant, on la constate pas. Maintenant, c'est clair que nous, il n'y a pas de critères pour adhérer à la Caisse d'épargne de Nyon, pour en devenir client. Donc, on n'a pas un contrôle sur les salaires, les revenus, les déclarations d'impôts de nos clients. Ce n'est pas le rôle de la banque de vérifier en fait, la déclaration d'impôts. Ouais. Et peut-être qu'elle pourrait justement nous expliquer comment remplir notre déclaration d'impôt. Mais ça serait autre chose. Peut-être des astuces à donner sur notre antenne. On va revenir sur la progression de l'exercice 2022 avec des changements, notamment au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Oui. Des exigences qui ont été faites par la FINMA, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, puisque la SEN est composée de 2 organes, donc le conseil d'administration et la direction. Qu'est-ce qui vous a été demandé ? Alors, tout simplement... pour une structure comme la nôtre, on est 15 collaborateurs avec un directeur, un sous-directeur, donc 2 membres de la direction jusqu'à fin 2022. La FINMA a demandé de séparer un petit peu les fonctions parce qu'un directeur ne peut pas avoir toutes les casquettes, malgré qu'il s'en sort très très bien. Mais il est vrai que vous ne pouvez pas rencontrer le client, valider l'octroi du crédit en ayant fait l'analyse et puis finalement après libérer les fonds. Il y a quelque part, il faut pouvoir dissocier les fonctions pour diminuer au maximum les risques. C'est pourquoi ils ont demandé qu'une troisième personne soit nommée aux membres de la direction, mais que cette personne ne doit pas être en contact direct avec la clientèle pour pouvoir avoir ce recul d'analyse. Et c'est pour ça que M. Zeltner a été nommé sous-directeur au 1er janvier 2023. Et lui, il est vraiment purement comptable, analyse des chiffres, du bilan. Voilà, il a ce recul, en fait, de ne pas être en lien direct avec le client. Une séparation des pouvoirs et puis aussi mettre en avant notamment les apprentissages, puisque je sais que vous avez plusieurs apprentis chez vous. J'aimerais me concentrer juste une petite question sur l'avenir, parce qu'on entend beaucoup dire que le secteur financier se prépare à une année 2023 difficile. Ça va être quoi les enjeux pour vous ? Alors les enjeux, effectivement, on voit 2023 avec la hausse des taux qui se traduit et puis qui va extrêmement vite. Donc nous, on veut en faire profiter notre clientèle. Mais c'est vrai qu'après, il va y avoir tout un travail de contrôle sur ces marges qui vont... vous avez prêté peut-être en période de Covid, enfin je dis Covid, mais période de taux d'intérêt négatif sur des durées longues, à des taux qui sont peut-être de 1%. Et aujourd'hui, vous devez rémunérer une épargne, peut-être sur du court terme, à des taux proches de 2. Donc, il y a un différentiel quand même. Et c'est peut-être là où ce sera le défi majeur pour cette année et certainement l'année d'après aussi. Cyril Favrel, fondé de pouvoir pour la Caisse d'épargne de Nyon, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Départ pour le Brésil et pour les qualificatifs du mondial de fondu. Avec nous aujourd'hui le président de ce mondial, Stéphane Jaillet, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Avec nous également Florian Cavalieri, rédacteur en chef de Nyon Région Télévision. Vous avez eu la chance de voyager jusqu'au Canada. Je suis très jalouse, je dois l'avouer, pour vivre cette première partie des qualificatifs du mondial de fondu. J'imagine que ça a fait quick comme on dit là-bas. Ce qui fait quick là-bas, c'est la poutine. En l'occurrence, nous on était là pour le mondial de fondu. Première manche qualificative
au Canada, plus précisément au Québec et dans la station de ski de Val-David. Une opération exceptionnelle pour NRTV puisque nous sommes partenaires médias du Mondial de fondu. Alors on le voit ces images, Stéphane Jaillet, mais quelle ambiance régnait sur place? Alors une ambiance très conviviale, festive mais pas trop, puisque c'est un petit peu comme la fondue, moitié-moitié. Puisqu'il faut garder cette crédibilité, il faut garder ce contrôle. C'est vrai que cette première manche qualificative, on devait y être pour être sûr qu'on atteint les objectifs du mondial de fondu de Tartenien, étant donné que les maintenant sélectionnés, on les connaît, passeront directement en finale le 18 novembre et ne passeront pas par les sélections, vu que la sélection a été faite à Val-David, comme l'a dit Florian, au Québec. Oui, c'est vrai que c'est une année spéciale pour la manifestation. C'est la première fois que vous faites tous ces voyages, ces allées et venues, parce que vous voulez finalement vous assurer que le règlement soit bien respecté. C'est ça le sérieux. Oui, alors on l'a dit à maintes reprises dans les petits lives, les petites capsules qui ont été faites en direct sur place. C'est vrai qu'on doit s'assurer de la crédibilité, on doit s'assurer que le règlement est appliqué, ce qui a été le cas. Et c'est vrai qu'on a eu plein de surprises, mais des bonnes surprises par rapport à cette journée. Ouais, parlons des surprises, justement. C'était quoi les spécificités et finalement le jury, par quel type de fondu il a été conquis au Québec? Alors, c'est ça qui est assez top, parce qu'on pensait qu'on allait avoir un delta, parce qu'il y avait 3 Suisses immigrés au Québec et puis 5 Canadiens québécois. Donc moi, je me suis dit au début, il va y avoir quand même des perceptions gustatives qui étaient un petit peu différentes. Et pas du tout. On a vu autant au niveau du candidat pro, autant du niveau candidat amateur, qu'on était sur la même ligne, alors à quelques points près, mais on était sur la même ligne au niveau de la sélection de l'un et de l'autre. Au niveau des personnalités aussi, vous avez rencontré plusieurs personnes sur place, notamment la maire, Florian. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à cette ambiance et puis le fait que finalement, ça réunit pas mal de monde. Aujourd'hui, le mondial de fondu est une carte de visibilité tant sur l'extérieur de chez nous que l'intérieur aussi. Il y a cet échange qui se fait finalement. Oui, tout à fait. Alors moi, j'aimerais revenir sur un mot, ça s'appelle la suissitude. Et effectivement, sur place, il y avait une ambiance conviviale, comme l'a dit Stéphane Jaillet, mais aussi tout le monde était là pour la gagne. Et puis, ces personnalités, ces autorités qui sont venues nous rencontrer, souvent au départ, elles étaient là pour voir un peu, je pense, se dire c'est un petit côté insolite, mais en fait, elles se sont laissées prendre au jeu et au jeu de cette compétition, je vais dire, acharnée entre les différents candidats. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très marquant. Bon, je vous laisse là le règlement en brésilien, s'il vous plaît. Comme ça, vous pourrez apprendre quelques mots de portugais. Oui, effectivement, Andrea. Sur place, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Alors d'abord, il faut préciser que la prochaine manche du mondial de fondu se déroulera au Brésil, plus précisément à Sao Paulo. Évidemment, NRTV sera de la partie. On va vous proposer, comme pour la sélection au Canada, différents lives à suivre durant toute la compétition sur nos réseaux sociaux. Donc on donne rendez-vous pour nos téléspectateurs samedi. Exactement. Alors pour le décalage horaire, on fera les calculs. On fera les calculs, mais je crois que Stéphane Jaillet, grand pro, va pouvoir nous en dire plus. Non, ce sera en début de soirée jusqu'en fin de soirée. Et on a la chance d'être reçu par le consul général de Suisse au Brésil, à Sao Paulo, qui nous met à disposition sa résidence. Donc là aussi, un petit clin d'œil. Et je reviens vraiment sur ce côté recto verso, où on montre aussi quelle est notre région, qu'est-ce qu'on fait. Ce n'est pas seulement un focus sur la fondue, la suissitude, etc. et les vins, puisqu'on a amené quand même quelques bouteilles de Tartenien au Canada. Mais c'est aussi un retour, et là, on peut donner aussi une image de la région de Nyon, du district, de la côte, et on va encore plus la donner, puisqu'on devrait être couvert pendant novembre, pendant le mondial, de l'autre côté, donc dans ces deux pays. Oui, ça fonctionne, hein, parce que vous avez d'ailleurs reçu plusieurs appels du monde entier, on va le dire des États-Unis notamment. Alors, on a 2 pistes, enfin on en a plusieurs, mais les pistes qui ont été activées par vos reportages, par notre présence, c'est Monaco, où on a une tête de pont qui pourrait nous permettre mais c'est aussi les États-Unis, où on a le consul honoraire suisse des États-Unis, basé à Miami, qui a fait le voyage jusqu'à Montréal, Val-David. Il a passé la journée avec nous pour voir justement un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, le contact est pris et on devrait vraisemblablement, pas griller les étapes, mais on devrait vraisemblablement être sur la Floride l'année prochaine pour une manche qualificative
États-Unis. Ouais, vous parlez avec un grand sérieux et beaucoup de modestie, Stéphane Jaillet, mais très franchement, au tout début, quand le mondial de fondu a commencé à Tartenien, vous imaginiez déjà, vous aviez déjà dans un coin de votre tête tous ces voyages, parce que finalement, ça fait partie aussi de votre métier. Alors non, enfin oui, ça fait partie de mon métier, mais non, lorsqu'on est parti avec une feuille blanche, avec le comité de l'époque, je me rappelle très très bien, la première question que j'ai posée au comité, c'est est-ce qu'on veut une fête de village ou est-ce qu'on veut un mondial de fondu? La réponse était extrêmement rapide, mondial de fondu, et on est maintenant effectivement dans cette dynamique mondiale. Il ne faut pas qu'on aille trop vite. Je répète, on doit être crédible. Il ne faut pas qu'on aille trop vite, mais petit à petit, c'est vraiment magnifique ce qui est en train de se passer avec cet événement. Et on se réjouit d'avoir NRTV comme partenaire média parce que c'est vraiment un événement de la région, même si on parcourt un peu la planète et qu'on va sûrement la parcourir un peu plus encore les années prochaines. On se réjouit en tout cas de vous retrouver samedi en live sur nos réseaux sociaux. Florian, tout ce que j'ai à vous proposer, c'est un bonnet. C'est pas vraiment l'habit que j'imaginais pour le Brésil. J'imaginais plutôt de vous voir en bikini. Ben, c'est certainement en bikini qu'on sera, alors peut-être pas pour cette manche qualificative. Néanmoins, ce qui est vraiment intéressant de voir et ce qui sera intéressant de comparer entre le Canada et le Brésil, ben, c'est ce qui rassemble autour de la fondue, mais aussi ce qui sépare en fonction de la culture locale. Et puis, comme vous l'a dit Stéphane Jaillet, peut-être que l'année prochaine, quand on sera en Floride, on aura le droit à une fondue à l'ananas. À l'ananas. Et je rajouterais juste, si je peux me permettre, 30 secondes. Allez-y, pour moi, c'est cadeau. Que ces deux sélectionnés du Canada, c'est juste magnifique parce qu'on a un Suisse dans la catégorie amateur, mais qui a immigré depuis 20 ans, et qui est M. Philippe Magnena, et un Canadien, respectivement québécois, de 82 ans, qui va rentrer dans la catégorie des pros, et qui a fait une fondue juste magnifique, puisque, alors évidemment, le 50% gruyère, c'est formaté, respecté. Exactement, mais avec 4 fromages québécois, de ces vaches qu'il avait vendues il y a 3 ans à une entreprise, donc c'est le lait de ces vaches qu'il avait vendues qui ont permis de réaliser le fromage qui était dans la fondue qui a été sélectionnée. Et c'est toutes ces petites histoires, ces petites anecdotes qui font vraiment l'histoire, la petite histoire, puisqu'on est à la 4e édition du Mondial de Fondue. Donc voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à ces deux personnes qui nous rejoindront en novembre. Félicitations donc à ces deux chefs et des histoires qu'on pourra découvrir notamment sur notre chaîne Lyon Région Télévision. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Merci. À présent, place à la musique et à notre plateau culture. Gérald Créteny, Frédéric Danck, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler évidemment de la 50e fête cantonale des chanteurs vaudois qui aura lieu du 12 au 14 mai à Gland. Gland qui reçoit cette manifestation. Bienvenue, messieurs. Gérald Créteny, bonjour. Vous êtes le président de la FCCV, pas facile à dire. Comment se fait-il que Gland organise cette manifestation ? C'est une petite histoire. Peut-être commencer par le début, c'est que les chanteurs vaudois ont une fêtière qui est la Société cantonale des chanteurs vaudois. Je vous fais grâce des abréviations. Et puis, c'est cette société finalement qui distribue dans le canton l'organisation de ces fêtes qui est quadriennale. Ce qui fait que là, la décision a été prise de faire une fête à l'ouest. Et sur l'Ouest vaudois, on a en particulier des gens du chœur de l'Alouette de Bursinc qui savent que Gland a des salles intéressantes, a des moyens finalement de pouvoir organiser ces manifestations, et se sont approchés de Gland pour, alors d'abord du chœur de Gland, qui est le chœur Le Chêne, et puis ensuite, bien sûr, auprès des autorités pour savoir s'il y avait une possibilité de le faire. Ouais, c'est quand même un petit défi, 3 jours de fête, on peut presque dire c'est un mini-festival des chœurs de la région. Absolument, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas seulement les chœurs de la région, il y a 5 chœurs qui se sont groupés pour pouvoir organiser. Le chœur Le Chêne n'est pas tout seul, c'est 5 chœurs qui sont des chœurs de Coppet, de Montsurol, de Bursin et de Gland et de Morges, et qui ont relevé ce défi et qui accueillent des chœurs de l'ensemble du canton.
Ouais. On a eu l'occasion justement de recevoir Chandevine sur ce plateau qui vient de Mans-sur-Rolle, et puis aussi un passionné, Alain de Vallonnet, qui nous a parlé du programme Frédéric Dang, j'imagine que vous le connaissez bien. Et ce qui m'a frappé tout au long de cette semaine, c'est finalement tout le monde était d'accord de dire, alors a priori, le chœur, c'est un peu vieux jeu, moi-même, j'étais pas trop intéressée, la première fois que je suis venue, je voulais pas y aller, et pourtant j'ai été prise au jeu, je suis tombée amoureuse. Comment on explique finalement, et qu'est-ce que ça dit de notre région, le fait que on aime chanter, tiens. Alors c'est assez formidable, effectivement. Moi-même, étant d'origine française, quand j'ai découvert ici ce terreau de chant choral que je pratiquais déjà à Paris, j'ai trouvé ça merveilleux. Et il y a aussi toute une structure qui fait qu'on a des professionnels, des chefs de chœur, qui sont les nouvelles générations phénoménaux. Ils ont des techniques pour faire apprendre autant les enfants que les seniors. Le chant, tout le bénéfice physique, intellectuel du chant. Et donc, ça participe à travailler ce terreau qui est très bien ancré dans le Gros-de-Vaud. Ici, près de la côte, c'est un peu plus difficile, un peu plus international, mais il y a toujours cet engouement. Ça, c'est incroyable. Et puis, on constate une tradition, oui, vraiment encore bien ancrée. Peut-être qui date pour la fête depuis 1853, mais on voit dans la programmation des chants tout à fait modernes. On prépare un concert qui est une création de 2019. Le samedi, il y a la Missa Tango avec une œuvre où Martin Palmieri, c'est un compositeur bien vivant qui produit encore. Donc, c'est moderne. Ouais. Pour preuve, j'ai trouvé assez fou de le savoir, pour anecdote, il y a aujourd'hui des chanteurs de chœur qui en font leur métier, qui prêtent leur voix notamment pour des publicités et des grandes chaînes de la région. Aujourd'hui, il y a des gens qui en font leur métier. On ne pense pas à ça aussi. Non, effectivement. Et je pense que alors certainement que la force de ces chœurs, c'est de pouvoir justement entretenir finalement ce goût du chant, de pouvoir permettre à des gens de vraiment prendre ça au sérieux, de pouvoir réaliser une force professionnelle dans ce domaine. Et je crois qu'on a aussi un enseignement du choral qui existe aussi, qui peut accompagner ces personnes. Et vous pouvez nous en dire un mot, Gérald Créteny, puisque vous êtes président de la FCCV, vous êtes municipal à Gland, d'accord, mais vous chantez dans ce chœur mixte de Gland. Oui, alors j'en fais pas une profession. Loin de là. Mais qu'est-ce qui vous plaît? Loin de là. Moi, j'ai décidé de chanter en 2000. En fait, j'ai commencé en 2000, simplement parce que j'aime bien le chant. J'ai toujours bien aimé le chant. Et puis, mais je n'avais jamais exercé vraiment à ce niveau-là. Et puis, il y a un côté social aussi. Il y a le côté de la rencontre. Et puis, ce côté de pouvoir s'exprimer à travers le chant, à travers un art, puis d'apprendre. Moi, je trouve que c'est un très, très bel apprentissage. Un apprentissage de la vie en commun, de la communauté, un apprentissage de la culture aussi, d'un secteur culturel qui est très important. On a parlé de patrimoine. C'est vrai que ce week-end dans la région, beaucoup de manifestations sont en lien avec notre patrimoine. On a reçu les lutteurs qui sont venus sur ce plateau. Comment convaincre les gens de venir, Frédéric Dang, si vous avez le dernier mot? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il faut venir vivre des émotions. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses dans la télévision et dans toutes ces chaînes où on voit du chant mis en avant. Mais c'est, à mon sens, très élitiste. Mais je dis... N'ayez pas peur, restez pas devant votre écran de télévision pour voir des compétitions avec un élu. Venez vivre des émotions au sein des chœurs. Et par ailleurs, le faire vivre aussi avec les jeunes, que les chœurs soient assez créatifs pour participer avec les jeunes dans des spectacles. Parce que, à mon sens, c'est l'émotion qui restera gravée et qui fera que nos chœurs qui recherchent du renouvellement, on met une petite graine chez les enfants, ils sentent, bien sûr, la vie va les mener ailleurs, et puis à un moment donné, ils vont se souvenir qu'il y a eu des émotions superbes, et même avec des anciens en même temps, et revenir chanter et profiter de cet art qui est complet, quoi.
Ouais, j'en parlais hier, je proposais à ce que les chœurs puissent rejoindre l'Eurovision, puisque c'est d'actualité, mais pourquoi pas organiser un Eurovision des chorales de la région. Je vous laisse ça, c'est ma petite graine à moi. Voilà, on pourra l'organiser peut-être en partenariat avec Lyon Région Télévision. L'invitation est faite. En tout cas, on était ravis de vous avoir, messieurs. Rendez-vous donc du 12 au 14 mai à Gland pour cette 50e édition. Merci beaucoup, très belle journée à vous. Merci beaucoup. Et du chant, on passe à la magie avec nos invités suivants, Michel Cuvelier, Tiziano Avoula. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Changement de plateau, changement de décor. Alors, pas par magie, mais presque. On va parler des cartes avec vous, puisque la grande compétition annuelle du Centre de magie de la Côte a lieu ce samedi au Théâtre de Maran à Nyon. Les magiciens vont s'affronter toute la journée. Bonjour Tiziano, bonjour Michel, on est ravis de vous avoir. Bonjour. Je vous propose tout de suite qu'on commence avec un tour de magie. On a envie. Vous voulez déjà un tour de magie? Mettons-nous dans Bon, l'ambiance. D'accord. Bah, regardez, j'ai pris avec moi, c'est très simple, un jeu de cartes avec 52 cartes toutes différentes. C'est un bête jeu de cartes comme on en trouve dans tous les magasins de magie, donc vraiment pas d'inquiétude, d'accord? Non, ça va, je ne suis pas inquiétée. Je vous laisse tirer une carte, vous prenez celle qui vous fait plaisir, vraiment, vous ne laissez pas influencer. Merci beaucoup. Vous ne me la montrez pas, attention, attention. Ah oui. Je me retourne même un petit peu. Comme ça. Bon, il y a le retour là-bas, je Rien vais à faire mes cacher, yeux, je vais faire mes yeux. Voilà, comme ça, vous pouvez la Plus montrer. regarder. Vous pouvez la montrer à Michel et à la caméra. Comme ça, tout le monde voit. Vous me dites quand c'est bon. Hein. C'est bon. C'est tout bon, je peux me retourner avec Vous pouvez ouvrir les yeux. Super, je fais défiler le jeu comme ça, vous la remettez dedans quand vous voulez. Vraiment quand vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez mélanger les cartes? C'est parti. Je C'est veux bien donner parti. du mien aussi. C'est parti, je vous laisse. Ça ne va pas mélanger. coûter plus cher. Non, non. Pas aujourd'hui. Merci beaucoup, elle mélange très très bien. Oui, oui. On n'est que On deux. pourrait faire mieux. Hein. Je peux dire merci, c'est très gentil. Moi, je vais vous montrer mon mélange préféré à moi. Vous le connaissez, c'est le mélange américain. Regardez. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, si je le fais assez haut. Hop là. C'est juste. Ah ouais, il me faut encore un petit coup répartir en Amérique. C'est C'est ça. plus Brésil et samba. Je ne sais pas comment on mélange les cartes à la samba, mais. Et vous savez, moi, pour retrouver les cartes, j'utilise une technique de ma magicienne préférée. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Mimi Mati. Ouais. Vous savez, Mimi Mati, elle claque tout le temps des doigts. Et regardez bien ce qui se passe quand je claque des doigts, ça va très très vite. 1, 2, 3, plat. Hop. Et je vous jure qu'à la maison, ça marche du premier coup. Mais c'est pas grave, normalement, je sais pas, attendez, on le voit pas à la caméra, mais il y a une carte qui est quand même sautée du jeu. Est-ce que c'est votre carte? C'est ma carte, c'est ma carte. Donc ça C'est votre fonctionne. carte. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Merveilleux. Mimi Mati avait perdu son claquement de doigts. C'est peut-être moi qui l'avais récupéré. Magnifique, Tiziano, je vous en prie. Merci beaucoup. Asseyez-vous, on était ravis de ce petit tour. Rappelez-moi, c'est quoi cette coupe des 2 dragons? Alors, la Coupe des 2 dragons, donc c'est notre 3e édition de la Coupe des 2 dragons. C'est à la fois un spectacle et une compétition, mais une compétition soft, clairement. Donc, au programme de cette journée, donc ça va commencer le matin. Ça va être la compétition qui est sponsorisée, on va dire, par la FISM, qui va être vraiment pour les parents et les enfants qui sont dans la compétition. Ensuite, à 17h, il va y avoir vraiment l'ouverture des portes pour le public, avec des démonstrations de close-up, des ateliers magiques gratuits, sans inscription, pour les enfants, pour les adultes. Et enfin, ouverture vraiment des portes à 19h03. Petit clin d'œil. 3 quarts. 3 quarts, petit Notre clin d'œil à magicien Harry Potter. préféré, Harry Potter. Exactement. Notre magicien préféré, à nous, dans la région, c'est évidemment Gaëtan Bloom, qu'on a eu l'occasion de recevoir plusieurs fois sur ce plateau. Mais j'aimerais savoir qui juge ces magiciens. Alors, ça va être des juges FISM, et justement, il y aura également Gaëtan Bloom, n'est-ce pas, Tiziano? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, cette année, c'est particulier. Hein. C'est la première fois que c'est donc considéré comme un concours FISM. Donc, Ouais. effectivement. Ça veut dire quoi? On les juge sur quels critères, ces magiciens? Alors, n'étant pas arbitre, juge, FISM agréé, je ne sais plus exactement tous les critères, mais si je ne me trompe pas, il y a l'atmosphère, la maîtrise technique, bien évidemment, l'écriture du numéro de magie. J'en oublie certainement. Oui, certainement. Après, il y en a plus que ça. on va dire que c'est une grille de notation qui est assez complexe. Si on rentre dans les détails, je pense que dans 1 heure, on est encore là en train de... Non, on ne pas dans Donc, les je détails. pense Gardons qu'on ce va pas- petit côté Voilà, magique, justement. exactement. J'aimerais connaître aujourd'hui l'engouement qu'il y a aussi, parce que ça fait un moment que vous existez, que le Centre de magie de la Côte existe. Comment est-ce que ça a évolué, ce milieu-là? Alors, je pense que la magie, à un moment donné, c'est vrai que c'était un petit peu passé de mode. Et heureusement, maintenant, il y a beaucoup de street magic, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que les gens se réintéressent à la magie. Street magic, c'est-à-dire on oui, fait la magie c'est- dans la rue? Oui, voilà, c'est exactement ça, un peu partout. C'est vrai que les magiciens sont magiciens, clairement, et c'est leur passion, c'est leur truc. Je pense que dès qu'ils se lèvent le matin, ils ont le jeu de cartes dans la main et la tartine dans l'autre, c'est comme ça. Et je connais beaucoup de magiciens qui, oui, ils arrivent à la boutique et tout de suite, même en parlant, ils font des tours sans vraiment s'en rendre compte.
Et c'est ça qui fait que voilà, un très bon magicien. Ouais. Comment vous êtes tombé dans le bain, Titiano? Alors moi, l'émission a duré 45 minutes, je vais tout vous raconter. J'ai commencé, c'est ridicule, avec une boîte à magie quand j'avais 5-6 ans. Et alors, bon, c'était cette fameuse petite boule rose, blanche et noire, on a tous joué avec ça. Exactement, hein, donc bon, ça m'émerveillait plus moi que mes parents quand je leur faisais les tours de magie. Mais j'ai conservé cette passion, puis petit à petit, on rencontre des gens. On rencontre des Laurent, des Michel, on travaille avec d'autres magiciens, on progresse et puis de fil en aiguille, on se retrouve professeur de magie dans une école de magie comme dans Harry Potter. Donc on en fait réellement des vocations et aujourd'hui une profession aussi dans le monde de la magie, ce qui est très beau à voir. Donc rendez-vous donc au Centre de magie de la Côte, non, au Théâtre de Maran à Nyon pour cette Coupe des Deux Dragons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci, on était ravis. Puis je crois même que vous avez une autre date à annoncer qui arrive un peu plus tard, je crois. 2 magiciens qui vont revenir également sur scène en mai. Oui, c'est exact. En fait, on a nos soirées magiques. Donc, si je ne m'abuse, ça se passe le vendredi 22 mai. Et donc, on aura 2 magiciens qui vont présenter des tours de close-up. Donc là, par contre, ça se passe vraiment chez nous, au Centre de magie, dans notre petit théâtre, version intimiste. Et donc, tous les renseignements sont sur notre site internet. Et ben voilà, coup de magie, coup de claquement de doigts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers invités. Merci pour votre invitation. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de lundi.